chers amis, lorsque j'étais à l'école primaire, j'ai appris que l'espèce humaine était omnivore. Mais c'était il y a 80 ans, dans un village reculé du sud de la Lozère. Aujourd'hui, certains prétendent, bruyamment parfois, voire violemment, que pour vivre vieux, il faut manger très très peu de viande, voire pas du tout si l'on aime la planète et les animaux. J'en étais arrivé à me demander si pour gagner quelques semaines de longévité, je ne devais pas me consulter un naturopathe ou me convertir à la religion végane. Et puis, Monsieur Legrand, j'ai lu vos publications, en particulier ce livre remarquable que j'ai beaucoup aimé, qui, avec un coup de pied dans le plat, exprime tous les besoins nutritionnels de l'espèce humaine, et ils ne sont pas forcément véganes. L'Homo sapiens, quand il est encore sapiens, est bien omnivore, et les personnes âgées comme les enfants, non seulement peuvent, mais doivent, pour être en bonne santé, se nourrir de protéines animales quand ils en ont évidemment les moyens. Votre livre, Monsieur Legrand, devrait être le fil conducteur d'un avis académique, interacadémique, sciences, médecine, agro, véto, pharmacien. Et je suis certain que votre conférence, dont le titre s'affiche maintenant sur l'écran, nous fournira en 25 minutes tous les arguments scientifiques qui permettraient de rédiger un tel avis. En vous remerciant d'avoir accepté notre invitation, c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole. Merci beaucoup d'abord pour votre invitation, c'est un plaisir d'être ici. Et votre introduction sympa, mais le livre est épuisé, et puis c'était juste un effort de vulgarisation. Il fait plus rire que pleurer, c'est vrai. Alors, très rapidement, on est omnivore, comme ça a été dit, état naturel de l'homme, données scientifiques. C'est vrai, depuis la préhistoire, c'est les travaux du CNRS, Madame Coutou-Matisse. C'est vrai, au cours de l'évolution, l'histoire des carences et des déficits et la mortalité est bien décrite dans 3 siècles de publication de l'ensemble des métiers vétérinaires, également santé, médecins et scientifiques. Bon, ça, c'est une donnée. Alors, pour autant, il faut la questionner, effectivement, et la mode actuelle est aux questions, et c'est toujours une chance d'avoir des questions. On est tous embêtés quand les réponses ne sont pas sérieuses, mais c'est toujours une chance. En effet, il y a des problèmes d'excès, il y a des problèmes de durabilité, il y a des problèmes de bien-être animal. Donc, ça questionne. Et bien, en face, on doit quand même veiller à assurer les besoins, parce que la santé humaine est en particulier des plus faibles étant les plus jeunes et les plus vieux, bien sûr. Et puis le danger d'éviction qui n'est pas très bien perçu, mais que l'histoire des sciences, hélas, rappelle. Donc, moi, j'aime bien parler de nouvelle omnivore. Donc, une évolution, sans cesse à affiner par la science, et si possible pas trop par les modes et les idéologies quand il n'y a pas de science derrière. Et je préfère nouvelle omnivore que flexitarien. Flexitarien, c'est pas mal, c'est des gens qui se posent des questions de dose, donc dans le fond, ils sont omnivores. Mais c'est toujours un débat très intéressant. Donc le terme, si je le préfère, c'est parce que c'est pas un nouveau régime. Parce que à rien, c'est des mots quand même qui font plus penser à de l'exclusion qu'à autre chose. C'est une filiation-adaptation aux quantités, sans éviction et ouvert aux nouvelles connaissances sur les besoins, la santé et la durabilité. Parce que quand on est omnivore, en fait, on est aussi le plus exposé à s'empoisonner, hein, puisque l'animal omnivore, il tente tout, donc il y a le stress, mais il y a aussi derrière l'adaptation. Donc oui, l'omnivore est relativement adaptable, mais il ne faut pas non plus exagérer. Alors, je parle des protéines d'abord, et pourtant, vous verrez que ce n'est pas forcément le sujet qui est le plus préoccupant. En tout cas, il est un petit peu envahissant, comme si la seule justification de discuter entre produits animaux et produits végétaux, c'était les protéines. Alors, traitons-le un petit peu vite. L'azote, c'est toujours un problème, en fait. Depuis toujours, il est dans l'atmosphère, mais déjà, l'ammoniac, il n'y en a pas tant que ça, et nous, on ne peut rien faire d'autre que de manger des protéines, et quand je dis nous, c'est l'ensemble du règne animal. Alors, il est caractérisé par ce qu'on appelle un flux tendu, c'est un terme d'économie. Il faut un apport en azote total. Alors ça, c'est important parce que ce n'est pas tellement présent dans les débats. Quand on dit les acides aminés non indispensables, il n'y a pas de problème, ils sont non indispensables. Mais d'où viennent-ils? Ils viennent quand même d'une masse d'acides aminés, donc il en faut. Les indispensables sont assez bien présents dans les débats. Et puis la régularité des apports, puisque la synthèse protéique est continue et que nos repas sont discontinus. Donc ça s'appelle effectivement un flux tendu. Ne pas oublier qu'il y a une grande différence selon les âges et les statuts physiologiques. On ne peut pas traiter un enfant de 10 ans comme on traite un adulte de 45 ans en termes de conseils nutritionnels sur ce chapitre des protéines en particulier. Et même les anciens ont aussi à être considérés séparément, sans parler des femmes enceintes, etc. Alors, le flux tendu, j'aime bien le présenter comme ça, c'est des documents très, très anciens, ça.
Protéines corporelles, c'est nous, 10-12 kilos, catabolisme 250, anabolisme 250. C'est des ordres de grandeur, hein. Donc, on doit entretenir les protéines avec des acides aminés libres. Alors, c'est important que les jeunes le sachent aussi, parce qu'aucune protéine n'est recyclée directement pour son usage, puisqu'elle dépend de notre code génétique. Bon, tout le monde le sait ici, mais le grand public ne le sait pas toujours. Autrement dit, on repart du pool d'acides aminés libres. Alors, flux tendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pool ici est tout petit par rapport à ça. Donc, c'est une marmite de cuisine où il faut absolument qu'il y ait en permanence 50 à 80 grammes d'acides aminés libres, ce qui est tout petit. Donc, le flux tendu, il est là. Comment entretenir 10-12 kilos avec 50-80? Et le drame du flux tendu, qui complique la vie des humains et des animaux sur la Terre, c'est que ce flux, cette marmite où on peut refaire des protéines à partir de 50-80 grammes d'acides aminés, il est lui-même percé. Et il est percé de 50 à 80 grammes d'acides aminés. Donc, c'est vraiment le flux tendu. Et donc, c'est des pertes et des dégradations métaboliques, donc on n'a pas le choix. Autrement dit, il faut quelque part remplir avec un robinet de 50 à 80 grammes de protéines par jour. Voilà, donc c'est ça la définition d'un flux tendu. Grande différence suivant les âges, je l'ai dit. Je vais prendre juste, parce que j'ai peur d'être un petit peu long, ne jamais considérer un adulte comme un enfant, ni comme un nourrisson, évidemment, ni même comme un ado sportif, etc. Or, ce qu'on entend partout, effectivement, et c'est dommage, c'est un seul chiffre. Et ce seul chiffre, intuitivement, il s'applique à l'adulte. On pourrait même dire qu'il s'applique à l'adulte masculin, parce que vous entendez rarement des conseils du genre, et la femme enceinte, c'est 20 grammes de plus, 10 à 20 grammes de plus, et la femme allaitante, c'est 20 grammes de plus. Qui le dit? Personne, en fait, hein. Et donc, bien faire attention. Le bilan azoté, dans le cas de la croissance, quel que soit l'âge, et incluant les femmes enceintes et allaitantes, doit être positif. Pour vous donner une idée, le besoin du nourrisson, quand il est rapporté, et c'est ça aussi des chiffres et de la culture qu'il faut introduire dans tous les débats qu'on a avec pas mal de gens, c'est en grammes de protéines par kilo de poids corporel. Et là, ça devient très impressionnant. C'est-à-dire, le nourrisson, c'est 4 fois plus que l'adulte. L'enfant de 10-12 ans, c'est encore 2 fois plus que l'adulte en protéines. Je suis toujours sur des protéines. Par rapport donc au kilo de poids corporel, ça s'appelle la croissance. Alors, même la part des acides aminés indispensables est plus élevée que chez l'adulte. Ça, c'était pas évident quand j'étais étudiant. C'était pas évident. Je vous le montre ici en bas. Ici, c'est la part des acides aminés en grammes par kilo de poids corporel. Chez alors, infants en anglais, c'est les nourrissons, 10-12 ans. Et vous voyez que cette part des acides aminés indispensables ici, elle n'est pas constante. Je n'ai pas d'ailleurs beaucoup d'arguments faciles, et s'il y en a qui veulent me les donner, je serai preneur, pour dire pourquoi il en faut encore plus. Alors, on en a, hein, évidemment, je suis biochimiste, mais c'est impressionnant quand même de passer de 43 d'acides aminés indispensables, 36, et nous, adultes, c'est seulement 19. Donc, raison de plus pour ne jamais oublier tous ceux qui sont dans la situation physiologique de croissance. Voilà, puis le tableau au-dessus, vous avez en acides aminés indispensables chez l'enfant, chez le nourrisson, c'est 8 fois quand même. Total protéines, c'est 4 fois plus par kilo de poids corporel, et acides aminés indispensables, c'est 8 fois. Donc, ça rigole pas. C'est ça l'idée. Voilà, alors les recommandations générales de l'ANSES, c'est protéines 10 à 20% en pourcentage du contenu énergétique, parce que ce sont aussi des molécules qui servent à faire de l'énergie. L'OMS, c'est un peu en dessous, mais c'est que ça concerne aussi des tas de pays dont la taille des individus n'est pas la même. Bon, puis c'est un minimum là pour essayer de faire survivre ceux qui sont en difficulté protéines. Les adultes en bonne santé, 85 grammes, femmes enceintes plus 10-20, etc. Bon, tout ça, c'est assez connu. Donc, je vais passer maintenant à ce débat un petit peu plus, comment dire, passionné, peut-être. Couverture des besoins par l'aliment, qu'est-ce qu'une bonne protéine? Bon, là, je laisse la diapo là, tout le monde la connaît, donc je la passe, c'est les définitions de ce qui correspond à une bonne protéine, digestibilité, etc. Alors, c'est cette courbe-là, c'est cette courbe ici qui a du sens. Quand on met en ordonnée la valeur biologique des protéines et le score chimique, c'est-à-dire la composition en acides aminés essentiels, elles se classent en deux groupes distincts. C'est comme ça, c'est finalement une description de la nature. Il y a les protéines végétales ici et les protéines animales. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, mais les protéines végétales correspondent au génome des végétaux. Donc, même, et c'est vrai, tous les végétaux font tous les acides aminés, bien mieux que nous, puisqu'ils les font tous. Donc, si on s'arrête un raisonnement qualitatif, on peut dire, ah ben si je mange des végétaux, que des végétaux, sous-entendu, il faut manger des végétaux, bien sûr. Si je mange que des végétaux, j'ai tous les acides aminés. Alors la réponse, c'est, en termes de présence, oui, puisqu'ils les ont tous, mais en termes de quantité adaptée de chaque acide aminé à nos besoins de génomique, c'est-à-dire à nos besoins de nos gènes d'espèces humaines, en l'occurrence, ben non. Non, non, parce qu'on ressemble quand même plus à un cochon qu'à une pousse de soja. Et donc, effectivement, quand on consomme ces sources-là, il se trouve
qu'on est, nous, dans ce nuage-là. Alors, est-ce pour autant qu'il faut dire qu'on doit manger que ça? Bien sûr que non, puisque les végétaux sont à la base de la plupart des alimentations et des chaînes alimentaires. Mais il ne faut pas l'oublier, ça correspond effectivement à un génome de végétal, et nous, c'est au-dessus. On remarque aussi que c'est beaucoup plus tassé, d'une part, et puis en plus que c'est assez équivalent. Donc oui, sur le sujet des protéines, effectivement, on a à harmoniser, d'où ma question, le curseur, quelle est la part des protéines végétales et animales, qui est questionnée souvent et pour lesquelles on peut dire que c'est une très bonne question et qu'effectivement ça va aller dans le sens d'une végétalisation. La grande question, c'est combien et de quelle importance faut-il la traiter. Alors, je reviens sur les questions quantitatives générales. Je l'ai dit tout de suite, il faut une masse protéique importante. Dans les viandes, par exemple, il y a 50 à 70% de protéines dans la matière sèche. Dans le soja, il n'y en a que 30. Donc, ça veut dire aussi que si on végétalise, il faut penser quantité. Et c'est important de penser quantité protéique et pas seulement acides aminés indispensables. Et ce n'est pas ce qu'on trouve le bon. Ça décline, effectivement. Vous avez matière sèche et puis matière complète. On voit effectivement, et ce n'est pas un scoop, que les végétaux sont moins concentrés, en tout d'ailleurs, ce qui est très logique, et que les animaux, en les consommant, les concentrent, ces protéines. Alors, en Europe, en ce moment, c'est 67% de protéines animales, c'est ça qu'il faut questionner. Les études les plus pertinentes actuellement, et je rends hommage à tous ces gens-là, en particulier notre collègue et ami Nicole Darmon, c'est d'indiquer que quand ils modélisent, alors moi je suis biochimiste, je ne modélise pas, nutrition en termes de besoins nutritionnels et durabilité, ben, ils tombent sur 50-50. Or, on est à 67, ça veut dire quoi? Ben, on voit à peu près l'ordre de grandeur de ce qui est possible ou souhaitable, ou en tout cas à discuter. Passer de 67 en Europe, je crois que nous on est un peu en dessous en France, hein, il me semble que c'est 65, quelque chose comme ça. Et donc il y a un passage possible de 67 ou 65 à 50. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste de ça. Ça, c'est les figures de leurs travaux. Vous avez ici le détail, mais je vais pas le détailler, justement. C'est la contribution des produits animaux. Et toutes les études montrent que quand on prend la durabilité avec la biodisponibilité, les liens de coproduction, les sous-produits, etc., bon, ils tombent toujours autour de 50%. Donc, quel que soit le modèle, un équilibre à 50% représente l'état de la science actuellement pour à la fois assurer la santé et avoir comme souci la durabilité, bien sûr. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est peut-être ma génération d'agro qui était tournée quand même un peu vers les pays en voie de développement, les pays en développement actuellement, ils ont eux 25% de protéines animales et 75% de protéines végétales. Alors ça c'est une question que j'aimerais bien qu'on entende un petit peu plus. Ils sont peut-être, alors je parle sous le contrôle de gens plus avant que moi, peut-être 7 milliards, nous on est 2 milliards, ou en tout cas en prévision. 2 milliards qui vont descendre de 67 à 50 et 7 milliards qui vont monter de 25 à 50. Vous voyez que ce n'est pas un problème résolu quand même, hein. Et donc ça veut dire que soit il faut qu'ils produisent, soit qu'on leur envoie, mais en tout cas on peut au moins leur envoyer 17%. C'est un peu ça l'idée. Ils veulent et doivent augmenter les protéines animales. Et donc attention, à ne pas, condamner par centrisme européen ou disons de pays riches et repus. Il y en a d'autres qui attendent des protéines animales, effectivement, et leur discours souvent est tout à fait clair dans ce sens-là. Alors, je viens de traiter les protéines, le reste ira très vite, mais en fait, sur le plan de la santé, cette fois chez nous, et ailleurs aussi d'ailleurs, ce n'est pas le sujet protéique qui est le plus crucial, puisqu'on a vu que, en gros, on pouvait diminuer un petit peu, mais que les végétaux sont des excellents candidats à participer un petit peu plus chez nous à l'apport protéique. Les produits animaux, c'est-à-dire les sources des protéines animales, sont des sources d'autres nutriments indispensables. Et là, effectivement, c'est un peu l'omerta, on n'en entend pas beaucoup parler. Or, ça reste un problème. En effet, alors vous connaissez la vitamine B12, déficit chez les végétariens, sans parler des végétaliens. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, c'est vrai, 4 microgrammes par jour, il n'y a pas besoin de manger de la viande rouge tous les jours. Vis-à-vis de ça, mes opinions là ne sont pas du tout en cause, je suis juste quantitatif là vis-à-vis de la B12. C'est tout petit, mais c'est vital. Le fer, il y a encore 25% des femmes en âge de procréer sont en déficit en France, dans notre population globalement omnivore, parce qu'on est en moyenne, évidemment, tout à fait omnivore. Il y a l'iode et le zinc qui posent des problèmes, je vais l'illustrer. Le DHA, qui m'est cher puisque je suis spécialiste des lipides, c'est le plus long des oméga-3. Il y a un déficit dans toute la population, puisqu'on avait publié avec l'ANSES qu'on est en dessous de la moitié des besoins, en étant omnivore en moyenne, c'est-à-dire sur les populations. La vitamine A, le calcium, déficit dans la population. Et donc ça, c'est chez l'omnivore, pardon. Et donc attention, si on diminue les produits animaux, alors c'est tenu en compte dans les modélisations de Nicole Darmon et ceux qui montrent qu'on peut descendre à 50, c'est tenu en compte chez l'adulte seulement.
Donc voilà, et surtout dans la malnutrition infantile, là, on pose ces problèmes-là. La liste s'allonge quand même, hein, la liste s'allonge, et c'est logique, on découvre des choses. Je prends juste l'exemple de l'iode. Vous voyez ici, c'est l'apport recommandé en iode, et par âge, les enfants, les ados, les adultes, les seniors, les femmes enceintes, ovo-lacto-végétariens et véganes. Bon, vous voyez, on n'est pas assuré quand même, hein. On est juste à la limite, et il n'y a que ceux-là qui dépassent un petit peu. Vous voyez ici, par exemple, la contribution des différents types d'aliments à l'iode, et le 100%, c'est le besoin. On est limite, hein, on est limite. Bon, donc voilà. L'iode, c'est un sujet dont on n'entend jamais parler, mais c'est un point important. En Bretagne, on est un petit peu protégé, je dois dire. Voilà, alors je ne parle pas de B12 et de fer parce que c'est tellement évident qu'il y a effectivement des déficits et des carences, surtout chez la femme en âge de procréer, bien sûr. Là, c'est la filiation des acides gras oméga 3, précurseurs végétal, comme toujours, c'est les végétaux qui nous nourrissent à la base, bien sûr, et le dérivé complet, c'est le DHA, le 22,6-N-3. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des flèches de biochimistes, et d'ailleurs j'en suis en partie responsable, qui sont des flèches de biochimistes, que du coup, ça suffira. Alors ça, c'est une question très importante pour les jeunes aussi. C'est une flèche, ça veut dire qu'il y a quelques transformations. Si on a besoin de 15% de transformation et si c'est moins de 1, ben on n'est pas couvert, donc on n'est pas nourri. Donc une flèche n'est pas une garantie de couvrir les besoins. C'est le flux, donc toujours pareil, la notion de quantité, mais qui est dure à faire passer, effectivement. Et donc le DHA, la conversion est tellement faible, moins de 1% chez les humains, c'est pour ça que aux ANC, on a un peu insisté là-dessus. Et là, on n'est pas du tout couvert. Alors évidemment, là, ça touche les poissons. Donc par rapport à des gens qui voudraient faire des évictions, ben, ceux qui veulent jamais manger un poisson, ils ont effectivement moins de DHA dans le cerveau. Et comme on l'appelait il y a très longtemps à sa découverte, ça s'appelle l'acide cervonique. En fait, c'est les Américains. Cervonic acide, C-E-R-V-O-N-I-C, cervonic acide. Donc, c'est très limitant et ça pose des questions sur le vieillissement avec des tas d'aspects expérimentaux cellulaires et modèles animaux qui montrent qu'il y a un lien non pas comment dire, de soins, en aucun cas un médicament, mais un lien de prévention par rapport aux maladies neurodégénératives, puisque le DHA est un protecteur interne au cerveau. Voilà, il y a le calcium avec ces fameuses courbes d'ostéoporose qui sont, comme vous le savez, assez dramatiques, en particulier chez les femmes, puisque les femmes elles font tout mieux que les hommes, mais là, pour le coup, au calcium, elles n'ont pas de chance avec l'ostéoporose. Et là, bah, c'est pareil, vous voyez, les l'ANC, ANSES, c'est 950 mg. Il y en a plein de calcium dans les végétaux. Oui, il y en a dans le chou chinois, il y en a même dans l'eau, mais on n'arrive pas à dépasser 450, disent les études des spécialistes, à dépasser 450 mg sans inclure un minimum, non pas forcément de lait, mais de produits laitiers, ce qui est assez comment dire, courant comme recommandation du côté des médecins. Voilà. Et effectivement, toujours cet aspect quantitatif, quand on veut chercher une molécule, un minéral dans un type d'aliment, ça nous oblige, quand il n'est pas concentré, à manger énormément d'autres choses provenant de cet aliment. Alors pour les étudiants, je mets toujours, vous pouvez atteindre vos ANC en calcium avec 400 grammes d'amandes. 400 grammes d'amandes, ça fait 2500 kilocalories, donc c'est plein d'inconvénients. Cette notion d'équivalence de tout ce qu'on mange en plus quand on cible une molécule présente chez le végétal, mais c'est toujours les problèmes de concentration, et donc on est concentré en autre chose. Bon, c'est pareil, alors bon, les calculs proviennent de la bibliographie, ils sont plus ou moins précis, mais ça donne le message. Alors, pour terminer quasiment, c'est une étude de Nathalie Burkert en Autriche. Alors, c'est pas facile, il ne faut pas en prendre non plus les résultats comme normes ni rien. Elle a étudié, non pas les carences, là il y a 3 siècles de données, donc c'est assez dramatique, mais là elle a étudié le pourcentage des sujets souffrant de maladies chroniques qui sont ici listés à gauche, et elle a essayé de classer ce qui n'est pas facile. Moi comme biochimiste, je suis toujours étonné que les épidémiologistes aient autant de mal, je les comprends, et d'une certaine façon je les plains, parce que ça repose sur des questionnaires, c'est pas évident du tout de savoir qui pense en toute honnêteté, ou même un peu moins honnête, dire et déclarer ce qu'il mange ou ce qu'il ne mange pas vis-à-vis d'une période assez longue quand même, avec l'effet blouse blanche que vous connaissez. Et donc, elle a fait des classements qui sont eux-mêmes éventuellement discutables, mais elle a fait de son mieux avec les questionnaires. Végétarien, omnivore, fruits et légumes c'est-à-dire là, on pourrait presque dire sans doute certains aspects de flexitarien. Omnivore, pas d'excès de viande, mais bon, l'omnivore banal. Et puis le gros viandard, là, bon. Alors, effectivement, ce qu'elle observe, c'est que les chiffres qui sont présentés, ce sont les pourcentages. Plus ils sont petits, moins il y a de gens déclarant souffrir de ces maladies chroniques sans aller forcément jusqu'aux carences. Alors, ce qu'on observe ici, ben, il y a 0 chiffre entouré, puisque les chiffres dans chaque ligne sont entourés quand ils sont minimum, et que la zone où il y a le plus de chiffres entourés, c'est ça. Donc, c'est une façon,
puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas relire 3 siècles de carence résolus par l'accès aux produits animaux, eh bien, c'est de dire, bah, même quand on fait ce genre d'observation qu'elle a faite là en Autriche, il y a quand même 1320 personnes, ben, on trouve quand même l'indication historique qui, elle, était dramatique puisque c'était des carences, que ben, celui qui est omnivore et qui n'a pas trop d'excès, il optimise sa santé à peu près. Alors, faut être aussi prudent. Par exemple, ici, les allergies sont minimales pour ceux qui consomment beaucoup de viande. Ça veut dire aussi, sans doute, c'est des gens qui ne mangent pas beaucoup de sources d'allergènes. Alors, sans doute, ils sont très, très justes en fruits à coque, en légumes, etc. Donc, il y a des biais, il ne faut pas non plus. Voilà. Elle a cité maladie mentale en précisant anxiété, dépression, hein, pas les grandes maladies organiques, et en disant que ça, c'est très difficile parce qu'elle le dit d'ailleurs avec son terme scientifique, on ne sait pas s'ils étaient éventuellement dépressifs avant de devenir, par exemple, végétariens ou de rentrer dans un groupe, ou le contraire. Donc, elle dit ça avec beaucoup directement. Et là, effectivement, il y a sûrement un biais aussi, parce que vous imaginez le gros viandard qui fait des tas de choses et en permanence, il est sans doute en excès, mais il a peu de chances d'être dépressif. Voilà, bon, c'est un aspect gastronomique. On a des images aussi, c'est l'humanité. Donc il y a un biais. Je ne pense pas qu'il faut dire pour échapper à la dépression et à l'anxiété, il faut se mettre à manger de la viande. Je crois que c'est pas ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, on ne sait pas exactement où sont les biais. Donc voilà. Et donc, pour finir, chez l'omnivore, européen, français en l'occurrence, il y a des déficits. Donc, faisons attention quand on va végétaliser à ne pas causer des déficits là-dedans alors qu'on est en train de parler de protéines. Or, ça, c'est au moins aussi important que les protéines. Je dirais le confort protéique est presque plus grand en termes scientifiques. On est moins anxieux sur des risques protéiques que sur ces risques-là. Et encore une fois, toujours vers les enfants et les jeunes adultes et les vieillards. Et puis, surtout la malnutrition infantile. Alors, une diapo un peu choc quand même. Et donc, je laisse à ce petit enfant le soin de nous remercier. En fait, j'ai mis merci de votre attention, mais c'est lui qui parle. Merci.